Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Les filles de ménage placées en famille d'accueil le sont pour une période incertaine. Elles assistent la maîtresse de maison pour la cuisine, le ménage, la lessive et l'entretien des enfants. Elles assistent également les hommes célibataires pour le même genre de tâches. Les filles de ménage devraient être une aide formidable, fondamentale pour tenir la maison. Mais dans certains cas, elles peuvent s'avérer être un danger pour la stabilité du foyer ou encore pour la sécurité des enfants. Les filles de ménage aident ou danger pour les familles? Nous ouvrons le débat ce soir. Je vous présente nos différents invités. Monsieur Guy Fabre-Koudou, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le vice-président de l'ONG Ivoire Ménage. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Ghislain Koulibaly, bonsoir à vous. Bonsoir, Mariam. Vous êtes sociologue, spécialiste genre. C'est bien cela. Bienvenue à vous. Merci. Madame Bessie Josiane, madame, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes directrice de la formation féminine au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et vous avez été également directrice de la lutte contre les violences basées sur le genre. Oui, exactement. Merci à vous d'être sur notre plateau ce soir. Et madame Alice Banflora, madame, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes chef du département femmes, enfants et personnes vulnérables au CNDH, qui est donc le Conseil national des droits de l'homme. Effectivement. D'accord. Merci, mesdames, messieurs, nos débatteurs, d'être avec nous en plateau. Les filles de ménage, aide ou danger pour les familles, c'est cette problématique que nous portons à votre attention. Et nous espérons pouvoir avoir une réponse franche en fin de débat. Davis Oyo nous propose un élément de reportage, histoire de circonscrire un peu l'état des lieux qui prévaut. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, choquant la conscience collective. On aperçoit une servante déféquer et uriner dans un sachet. La scène insolite se produit dans la cuisine de ses employeurs. Une dérive de plus d'une fille de maison. Mettons au placard ses tâches. Faire l'entretien, la cuisine, la vaisselle, prendre soin des enfants, en un mot, s'occuper de la maison. Ces agissements ne sont pas les seuls. Il faut y ajouter la maltraitance, l'ensorcellement, la séduction, le vol et l'enlèvement d'enfants. L'enlèvement d'enfants, il y a 4 mois, la famille Maïzan a été victime de ce phénomène. Félicité, mère de 4 enfants, a vécu la terrible expérience de sa vie. Sa fille de 6 mois a été enlevée par une nounou, embauchée il y avait à peine une semaine. Comme j'ai une deuxième fille, et qu'elle était nouvelle, j'ai fait appel à la deuxième fille, celle qui fait mon ménage. Elle vient faire le ménage et elle rentre. Donc je lui ai dit, écoute, il y a une nouvelle fille qui est là, comme je ne la connais pas très bien. Viens rester avec elle toute la journée, le temps qu'on la maîtrise mieux, avant que je puisse la laisser seule avec les enfants. Donc le vendredi où j'ai repris le travail, l'autre était là. Donc elle est restée avec elle toute la journée. Donc le samedi d'après, j'ai travaillé, mais mon époux était là. Donc il était là avec l'autre Awa, la deuxième fille de ménage qui était là. Donc ils sont restés ensemble. Et le dimanche, nous sommes allés ensemble à l'église, comme d'habitude. Le lundi, on va dire c'est le premier jour, je l'ai laissée toute seule avec les enfants. C'est le même jour qu'elle a enlevé l'enfant. 24 heures de souffrance vécues par sa famille. Peur, angoisse, incompréhension et colère étaient au rendez-vous. Pourtant, aucun signe ne laissait présager un tel comportement de la fille de ménage. C'est vrai qu'elle n'a pas donné de signe de quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui allait faire une bêtise ou enlever l'enfant ou faire quelque chose de mal. Mais dans mon fort intérieur, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et mon époux et moi-même, on en parlait. Je lui ai dit, vraiment, la fille là, vraiment, je sais pas, mais il y a quelque chose... Je ne sais pas comment décrire, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc moi, je compte la libérer. Donc on avait prévu même la libérer le mercredi d'après. Et puis tout ça est arrivé. Le bébé a retrouvé le lendemain de son enlèvement. Grâce à la promptitude des forces de défense et de sécurité et l'appui de la communauté des réseaux sociaux.
Un gros soulagement pour une famille traumatisée et marquée à vie. Félicité, commerciale dans une entreprise immobilière, après une mise en disponibilité d'1 an pour s'occuper de ses enfants. Aujourd'hui, la confiance entre elle et les filles de maison semble totalement brisée. Pour l'instant, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Autre famille, autre ambiance, tout autre décor. Chez les Yao, la patronne des lieux et sa fille de maison s'entendent à merveille. Une complicité parfaite. Complice sur les réseaux sociaux comme en dehors. C'était bon. Elle avait le gros poisson même. Donc, Aïcha partait prendre les enfants son coton. Oui, ils font. Mais son piment, on devant le doigt. Aïcha, fille de maison, travaille chez Flora Dassé, épouse Yao depuis 5 ans. Elle est aimée de tous, à commencer par les enfants de sa patronne. Je trouve Tata Aïcha très gentille. Et puis, elle s'occupe de moi. Cette fille de ménage est considérée comme membre à part entière de la famille. Flora lui voue une confiance aveugle. J'ai pas peur d'un retournement des situations par rapport à Aïcha, déjà parce que c'est une fille pieuse. C'est la chance certainement que j'ai eue. Elle craint Dieu. Je laisse mon mari à la maison, il est là. Je sors, je vais au travail, je viens. Je sais qu'il n'y a rien. D'autant plus qu'elle ne m'a jamais donné l'occasion d'avoir ce genre de pensée-là. En 5 ans, moi, Aïcha ne m'a jamais donné l'occasion de douter d'elle. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Aïcha lui retourne l'ascenseur. Ma tante, oui, elle est très gentille. Elle m'a vu comme sa soeur, sa propre soeur. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est comme ça, on s'amuse ensemble, on cause ensemble. Elle cause avec moi comme sa propre soeur. Ça me plaît beaucoup. J'aime trop ses enfants. Les filles de ménage peuvent être anges ou démons. Certaines adoptent des comportements peu catholiques dégradant l'image du personnel de maison. Loin de nous passer d'elles, la question demeure. Ces filles de maison sont-elles une aide ou un danger pour les familles? Nous avons pris vraiment le temps de vous proposer cet élément, histoire de voir les différentes options auxquelles sont confrontées les familles. Monsieur Guy Fabre-Koudou, alors, je vous demande de réagir à cet élément de reportage et de nous expliquer également l'ONG Ivoire Ménage. Quel est votre cheval de bataille? Bien, encore une fois, merci pour l'invitation. L'ONG Ivoire Ménage intervient dans ses actions pour la formation des filles de ménage, également la sensibilisation auprès de ces filles dans le domaine dans lequel elles exercent, et suivi de de l'autonomisation de ces filles-là, et puis de la protection des droits de ces filles. Voilà. C'est entendu. Alors, sur ce point, oui. Concernant les 2 éléments que nous venons de voir, il y a 2 sujets qui sont relatés. Il y a le côté où cette fille a eu à enlever l'enfant dans ce foyer, et il y a l'autre élément qui montre le bon comportement, la bonne conduite de la jeune fille dans ce foyer également. Donc, plus ou moins, pour répondre au thème, à la thématique de ce soir, le bon sens qui est l'aide de cette fille auprès de ces foyers et le danger de cette fille qui a été manipulée, plus ou moins, j'allais dire, on va même peut-être venir sur certains cas, bien sûr, par un groupe de personnes. Par moment, ça existe. Et c'est ce qui a provoqué en fait l'enlèvement de cet enfant dans ce foyer. D'accord. Alors, vous soulevez un point important sur lequel on va revenir, la manipulation. Tout à fait. D'accord. Très bien. Monsieur Ghislain Koulibaly, quel est votre sentiment après ce reportage? Je pense que les 2 expériences qui nous ont été présentées sont des expériences vraies qu'on rencontre dans le quotidien. Mais vous me permettrez de dire que les 2 éléments posent une problématique, la problématique du travail domestique. Oui. Vous savez, nous sommes en société et la femme a un statut. Et ce statut social lui confère des rôles. La femme a un triple rôle. Elle a un rôle productif, donc créatrice de richesse, un rôle reproductif qui lui permet justement de s'occuper
des enfants, de prendre en charge le volet alimentaire, la vaisselle, la lessive et autres, et puis un rôle communautaire au niveau des baptêmes, etc. Et donc, quand on se retrouve dans la sphère domestique, avec les nounous, les cuisinières, on se rend bien compte que c'est le prolongement de cette fonction reproductive qui se retrouve dans cette sphère domestique. Et malheureusement, on peut se retrouver avec des patrons qui créent des dynamiques positives en termes de bonne collaboration, coopération positive et autres, mais on peut se retrouver aussi dans des cellules familiales où cette collaboration se transforme rapidement en crise de confiance, en conflit. Mais là, vous êtes déjà dans les causes qui pourraient expliquer la caricature qui a été faite. Mais déjà, est-ce que, dans quelle proportion est-ce que les filles, les dames de ménage assistent le foyer, le couple, et puis qu'on n'ait pas des débordements comme ça a eu à être décrit? C'est quand même minoritaire, les débordements. Oui, je pense que les nounous, les femmes de ménage jouent un rôle important. C'est un rôle essentiel. N'oublions pas qu'un des défis, c'est la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Donc, vie familiale, vie professionnelle, comment concilier? Et les nounous se positionnent comme de véritables relais. Et donc, elles apportent une aide, un appui inestimable. Voyez-vous? C'est un état de fait, oui. Oui, c'est important parce que vous savez que faire la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, faire la lessive et autres, ça fait partie des corvées de la femme. Donc ça, c'est des corvées domestiques dévolues à la femme à cause de son statut social de femme. Et quand elle se retrouve dans la sphère professionnelle, il lui faut un délégué. Il lui faut déléguer. La nounou devient ce relais-là. Alors, cher public, nous ouvrons donc le QR code pour que vous puissiez intervenir. Filles de ménage, aide ou danger pour les familles. Votre point de vue nous intéresse, votre expérience également. Madame Bessie Josiane, alors, vous êtes la voix officielle donc, du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Est-ce que la caricature dépeinte correspond à la réalité? Nous vivons tous en Côte d'Ivoire et nous savons que ces situations sont fréquentes et sont relayées sur les réseaux sociaux. Le ministère est autant interpellé, d'autant plus qu'il s'agit de femmes. Pour la plupart des aides ménagères sont des femmes. Et comme M. Ghislain Coulibaly l'a dit, c'est une question du statut de la femme dans la société. Et donc, vous verrez qu'on a de plus en plus de femmes ménagères qui aident, qui sont des substituts des femmes qui ont un emploi hors du domicile familial. Et donc, ces femmes-là, elles sont là, parce qu'elles ne vont plus à l'école, peut-être qu'elles n'ont pas eu le bénéfice même d'aller à l'école et elles se retrouvent dans des conditions où elles ont besoin de travailler pour produire et pour être autonomes. Et donc, on se retrouve face à des personnes assez vulnérables, elles-mêmes déjà au départ, qui sont vulnérables, qui se retrouvent dans un milieu peut-être inadapté pour elles à un moment donné de leur vie et qui pourrait conduire à cette déviance-là. Voilà. D'accord. Madame Alice Bonflora, je vous le rappelle, vous êtes chef du département Femmes, Enfants et Personnes Vulnérables au CNDH, qui est donc le Conseil national des droits de l'homme. D'accord. Alors, quel est votre sentiment après cet élément? Avant tout propos, je tenais à dire merci. Merci à la RTI de nous convier à ce débat. Le Conseil national présidé par Mme Namizata Sangaré est très au fait de la situation que nous venons tous de voir tout à l'heure. Le travail domestique en Côte d'Ivoire, nous nous intéressons à la question parce qu'il s'agit aussi des droits fondamentaux qui sont violés, des droits fondamentaux qui
qui sont atteints dans les différents ménages. Et donc, nous sommes intéressés vraiment sur la question. Alors, droits fondamentaux des deux côtés, c'est ce que ça veut dire. D'un point de vue droit bafoué pour la femme, maîtresse de maison, et puis droit bafoué également pour l'employé. Pour l'employeur comme pour l'employé. D'accord. Alors, le Conseil national des droits de l'homme est en charge de tout ce qui concerne les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, nous avons plusieurs directions, plusieurs départements. Le département femmes dont je m'occupe fait des études sur tout ce qui concerne les droits de la femme, sur les droits de l'enfant. Et en ce qui concerne les droits de la femme, on sait que la femme a un rôle vraiment important dans la société. La femme qui travaille dans les différents ménages, la travailleuse domestique aussi, nous intéresse en tant que personne qui, elle aussi, a des droits. Il faut reconnaître qu'au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à partir des articles 22 jusqu'à 24, c'est vraiment réglementé où on dit que l'homme a droit au travail, il a le droit au repos, il a le droit d'être rémunéré, tout ça. Et donc, voilà, nous nous intéressons à cette question. D'autant plus que les travailleuses domestiques ont eu à saisir le Conseil national des droits de l'homme pour se plaindre parfois de leur employeur à cause des maltraitances qu'elles subissaient. Des maltraitances. Donc, c'est souvent en réaction, c'est ce que vous voulez nous dire? Voilà. C'est souvent en réaction? C'est souvent en réaction qu'elles viennent au niveau du Conseil national des droits de l'homme. Mais nous aussi, comme nous faisons des études sur certaines thématiques qui sont d'actualité, nous nous intéressons à ces questions-là et nous les traitons. Alors, très bien, oui. Je voudrais, pour caractériser le phénomène que nous abordons, revenir rapidement sur le profil justement de ces filles de maison. Tout à l'heure, on le disait, ces filles de maison sont issues généralement de situations défavorisées. C'est-à-dire elles sont issues de milieux ruraux, elles sont issues de familles défavorisées. Ce sont des filles, des femmes, pour la plupart du temps, Mme Bessie l'a dit, c'est le plus gros contingent, même si on constate qu'il y a des hommes également qui sont dans ce travail domestique. Oui. Ce qu'il faut dire encore, c'est qu'en termes de tranche d'âge, on tourne autour de 15 ans, hein, donc de 15 ans jusqu'à 30 ans. C'est dire que c'est une population jeune. Il faut aussi dire que souvent, elles sont déscolarisées, scolarisées, pour certaines, mais ayant arrêté l'école. Et c'est des personnes qui recherchent l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de pouvoir prendre soin d'elles-mêmes. Donc, prendre le contrôle de leur propre vie. Donc, elles sont obligées, justement, d'aller chercher un travail rémunéré pour pouvoir subvenir à leurs besoins. À leurs besoins. Voilà. D'accord. Vous étiez en train d'acquiescer, monsieur Koudou. Donc, ça veut dire que les personnes qui viennent à vous, qui demandent donc de l'assistance, c'est un peu le profil qui vient de décrire, monsieur Justin? Tout à fait. Effectivement, elles parlent de cet âge, de l'âge qu'il vient de l'indiquer, de 15 ans jusqu'à 30 ans. Et subissent souvent des situations difficiles dans les familles. Pour ajouter un peu, renchérir ce qu'il vient de dire, il y a des filles qui vivent dans des foyers, dans des familles où, par moment, le père n'est plus, la mère également n'est plus. Et les deux parents sont décédés et qu'elle vit uniquement avec les enfants, avec les frères, tout ça. Oui. Donc, il faut se battre pour trouver une porte de secours pour que ses frères et ses sœurs puissent bénéficier de quelque chose de solide. Donc c'est dans ce contexte-là, quelque part, que d'autres filles se permettent de venir mener ce genre d'activités. D'accord. Ouais. Alors, j'ai presque le sentiment qu'on en parle avec un aspect un peu péjoratif. Mener ce genre d'activité comme s'il y avait un côté restricteur qui est malheureusement associé à ce métier-là. Oui, pour répondre aux besoins, il faut dire que quelque part, ces filles, on l'avait dit tantôt, déscolarisées, hein, et quelque part, elles n'ont pas un poids, en fait, pas derrière, pour pouvoir aider, pour pouvoir se souvenir. Pour subvenir en fait, aux besoins des uns ou des autres. Je parlais de la famille. Tout à fait. Donc, quelque part, dans le jargon, on dit bien qu'elles sont un peu coincées. Elles sont dans l'obligation de mener en fait, cette activité. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est par dépit, Madame Ban, c'est par dépit qu'elles choisissent ce métier. Et puis, ce n'est pas pour du long terme, généralement.
Généralement, ce n'est pas du long terme parce que déjà, ce n'est pas professionnalisé. Elles arrivent à Abidjan, elles trouvent rapidement un ménage où elles font quelques mois pour certaines, le temps d'avoir les premiers acquis et aller ailleurs pour trouver mieux. C'est généralement ça que nous observons. Très bien. Vous voulez intervenir juste avant qu'on passe à la partie suivante? Oui, madame. Oui, monsieur. Mariam, ce que je voudrais vous dire, sans embâche, le travail domestique est un travail qui n'est pas valorisé en Afrique et en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez nos mamans, généralement, quand on demande à l'époux, qu'est-ce que ta femme fait, surtout quand elle est ménagère, il dit, elle ne fait rien. Elle ne fait rien parce que ce travail-là n'est pas valorisé. Et quand je dis il n'est pas valorisé, c'est un travail qui est sous-évalué par rapport, parce que vous savez que si je prends le rapport de la Banque mondiale et si l'émergence était une femme, les conclusions sont très claires. La charge domestique est une entrave à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Et c'est 3 à 4 heures de plus que la charge domestique de l'homme. C'est dire qu'il y a un déséquilibre dans la répartition des tâches domestiques et tout ce qui est corvée lié au ménage. Et les femmes, justement, en plus de ce rôle reproductif, elles ont également un rôle productif parce qu'elles ont toujours des activités génératives de revenus qu'elles font pour pouvoir aider l'homme et contribuer. Malheureusement, c'est très mal vu dans la société. Et lorsqu'une femme, une jeune fille se retrouve dans la sphère domestique, très souvent, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes et c'est un travail qui n'est pas toujours valorisé. Très bien, ça nous permet de faire la transition pour aborder la deuxième partie donc, de ce débat. Nous avons campé le contexte qui prévaut. Maintenant, nous allons chercher à identifier les raisons. Elles sont multiples, vous en avez évoqué certaines. On va les recenser et puis en parler, mais juste avant, je vous propose de regarder ce micro-trottoir qui est donc signé Ahmed Traoré. Il laisse tout dans la main des servantes. C'est pas normal. Souvent, même préparer tout, c'est ça qui crée beaucoup souvent des problèmes. Laver les assiettes et autres, la servante, elle peut faire. Mais souvent, quand même, tu peux aider aussi. Souvent, le monsieur, il est là, bon, souvent, il réfléchit. Hein. C'est une question d'éducation. D'autres, par contre, elles ont été éduquées dans un milieu où vraiment, c'est pas trop ça. Donc, quand elles se retrouvent dans un autre endroit, elles font vraiment, elles font aussi comme si c'était chez elles. Elles veulent faire tout à leur portée. Aujourd'hui, les femmes elles vont au travail. Avant, je veux dire, quand je dis avant, de 1970 jusqu'à 90, nos mamans étaient à la maison, la plupart du temps. L'éducation leur revenait. La maman prenait peut-être une nièce au village qui n'allait pas à l'école pour venir l'épauler. Mais aujourd'hui, les femmes elles sont appelées où? À travailler. Elles ont des postes de responsabilité. Donc du coup, la responsabilité familiale n'est pas vraiment assurée par ces femmes. Dommage. Et ces filles des ménages jouent un rôle vraiment important. Et parfois, c'est des filles qui viennent dans un but. Certaines viennent pour briser des foyers, d'autres pour venir piquer, voler. Les filles de ménage, il y en a qui sont bien, mais il y a beaucoup de problèmes associés à la présence des filles de ménage. Voler dans le foyer, piquer le mari, quoi encore, maltraiter, la maltraitance et tout. Donc on a vraiment conscience de débattre dans les deux sens. Là, on va s'appesantir sur ce qu'il y a de négatif. Tout à l'heure, vous parliez d'éducation. C'est également un problème d'éducation que de venir chez quelqu'un et de mal se comporter. Elles sont mal éduquées à la base ou elles sont transformées par la vie. Quel est votre sentiment? Bon, j'allais plutôt, je reprends à la transformation de la vie, en fait. L'éducation, c'est vrai, c'est de façon de manière universelle. Chacun vient avec son attitude, tout ça. Mais il y a une transformation, je le disais tantôt, par derrière, il y a une manipulation, en fait. Il y a une manipulation parce que c'est des faits vécus. Il y a des personnes, quand la fille arrive dans un milieu, soit dans le quartier, où elle doit exercer son activité, il y a des personnes dans le quartier, quelques mois après, tu approches en fait ces filles-là pour éventuellement pour la drague, pour plein d'autres choses autour. Et à la longue, dans la manipulation, il fait des propositions à la fille
Par exemple, le cas des enlèvements des enfants. Oui. Il manipule la fille, il lui promet certaines choses, soit de l'argent ou autre chose, et par derrière, quand la fille répond à tous ses besoins de ce prétendant-là, automatiquement, elle rentre à l'action en prenant l'enfant, en enlevant l'enfant dans ce foyer, dans la famille, et puis elle part. Et la rencontre se fait entre ce dernier, son prétendant, et la fille et l'enfant. Et ça pose problème. Donc, il y a une manipulation autour. Vous parlez de manipulation, mais tout le monde n'est pas manipulable. Donc, c'est un profil de personnes manipulables. Oui, il y a un profil de personnes qui sont quand même manipulables. Mais il y a d'autres filles également qui viennent avec une attitude. Elles viennent dans le but, comme l'élément l'a si bien dit, elles viennent dans le but soit de mener une vie selon le cadre dans lequel elles se trouvent. Elle peut éventuellement faire des choses vis-à-vis de l'homme de la maison, voilà, en mêlant certains aspects on peut bien présenter cela sur certaines choses. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, je soulève un autre aspect. Je parle par exemple du contrat de travail. Rares sont les femmes, le personnel de maison, les filles de maison qui ont un document qu'on appelle le contrat de travail. Et pourtant, on est tous censés donner un contrat. Ou bien il y a un contrat de fait également qui lie, Mme Bessi. Oui, je pense qu'on l'a dit, hein, ce travail-là, il n'est pas reconnu, il n'est pas valorisé. Il se fait pour la plupart du temps dans l'informel. Il n'y a pas de contrat effectif qui est signé entre l'employeur et l'employé. Mais de fait, déjà, d'échanger avec la fille pour lui proposer un travail, marchander le salaire, je pense que le contrat devait être de fait et permettre à l'employé de bénéficier, à la servante, comme on les appelle, les filles de ménage, de pouvoir bénéficier du salaire auquel elle a droit. Et nous savons au moins qu'en Côte d'Ivoire, que toute personne, il y a au moins le SMIC qu'il faut pouvoir payer à ses employés. Donc, quand on négocie un contrat avec ces filles-là, il faut rester quand même assez honnête avec elles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On dira que c'est parce qu'elles dorment la plupart du temps à la maison. On est tous censés payer le SMIC. Oui. D'accord. Oui, non, c'est tout à fait normal. Je voulais juste qu'on soit d'accord là-dessus. Et puis que ce soit l'occasion, par exemple, pour Monsieur Ghislain, qui a un point de vue différent, qui se fait donc l'écho de beaucoup de familles, en se disant que la dame, la jeune fille ou la demoiselle, elle est logée, nourrie, blanchie. Or, en principe, dans le cas d'un contrat de travail, le travailleur a à sa charge son déplacement, par exemple, sa nourriture, son logement. Donc, est-ce que ce n'est pas une espèce de compensation qui pourrait justifier le fait que la maîtresse de maison ou le chef de famille ne donne pas le SMIC? Ça pourrait être le cas, hein, mais il faut pouvoir le signifier. Il faut que ce soit clairement dit ou clairement établi que, compte tenu du fait que tu vas bénéficier de tant, voilà, on va te prélever 2 000 francs qui va consister à ton transport, 5 000 francs pour la nourriture, mais que ce soit explicite. D'accord. Monsieur Ghislain? Oui, j'entends ce que Mme Bessi dit, mais à la pratique, ce qu'on constate, c'est que le SMIC n'est pas payé. Ça, il faut être précis et clair là-dessus. En Côte d'Ivoire, en moyenne, le salaire, je pense qu'on tourne autour de 22 000, selon les études que j'ai consultées. Le SMIC n'est pas payé et lorsqu'on interroge, on se rend bien compte que les nounous, nos filles de maison, vivent chez leurs employeurs. Oui. Et lorsqu'elles vivent chez leurs employeurs, elles utilisent l'électricité, elles utilisent l'eau et très souvent, lorsqu'elles tombent malades, elles ne sont pas elles-mêmes promptes à aller à l'hôpital se prendre en charge ou se faire soigner. Elles attendent toujours que l'employeur les soigne. Et donc, dans l'entendement de nos cellules familiales, c'est une juste compensation que de négocier un salaire à 30, 40, voire 50 000 et permettre à la personne de rester sur place pour une prise en charge. Et attention, n'oublions pas que le panorama des familles est différent. On a des filles de maison qui se retrouvent dans des cellules familiales où c'est un homme célibataire,
et donc elles viennent, elles font leur boulot, on peut se retrouver avec beaucoup plus de tâches domestiques parce que c'est une famille, papa, maman, enfant, avec les neveux, les oncles, les cousins, etc. Donc, ce n'est pas la famille nucléaire. Donc, le panorama varie. Et lorsqu'on se retrouve dans ces cas de figure, on peut être dans un réseau de solidarité. Ouais, on peut être parent. On peut être parent, donc employeur, mais tuteur, parce qu'on a pris la nièce du village pour venir à Abidjan. Elle nous sert d'aide. Il n'y a pas de rémunération tacite, mais chaque fin du mois ou chaque 3 mois, on peut envoyer de l'argent à sa maman. Et lorsque elle vit avec nous, on lui donne des vêtements, on la blanchit, on fait tout. Et quand elle retourne chez sa maman, on fait une valise, on lui achète des choses, elle part. Donc là, on se retrouve dans un cas de figure où c'est l'employeur-tuteur. Mais on peut avoir l'employeur, mais l'employeur qui est dans une relation salariée. Parce que justement, toutes les conditions sont réunies. Parce que ça dure dans le temps et ces personnes-là, malheureusement, ne sont pas payées au SMIC, mais n'arrivent pas aussi à faire valoir leurs droits. D'accord. Madame, une question juste avant de voir quel est l'avis du public sur le sujet. Vous recevez des plaintes, vous assistez, vous encadrez, vous rappelez les droits fondamentaux. Oui. Est-ce qu'on a le sentiment que cette famille idéale que décrit M. Ghislain est la plus répandue? Ce genre de famille idéale qui a des sentiments et puis qui encadre correctement et puis qui intègre correctement la fille de maison à la vie de famille, qui ne la marginalise pas en la faisant dormir dans la cuisine, en lui donnant une nourriture différente, en la faisant travailler de 5 h du matin à 23 h. Quelles sont les plaintes que vous avez? Quelles sont les plaintes? En général, les plaintes que nous avons eues, il faut dire que dans la réalité, une bonne partie des familles a tendance à se comporter envers les filles comme si elles faisaient effectivement partie de la famille. Par contre, on remarque qu'il y a certaines travailleurs domestiques qui viennent se plaindre pour le non-paiement de salaire. Et quand on va vers ces employeurs-là, demander pourquoi est-ce que le salaire n'a pas été payé, et c'est là qu'on va nous opposer le fait qu'elles sont nourries, blanchies, on s'occupe même des parents qui sont restés au village. Et nous, quand c'est comme ça, on leur rappelle automatiquement leurs obligations vis-à-vis de la personne. Tout part du contrat de départ. Quelles ont été les clauses de ce contrat-là? Est-ce que la fille a consenti à quelque chose à laquelle elle était d'accord? Parce qu'elle va venir travailler pour peut-être 30 ou 40 000 francs et à la fin du mois, le salaire ne vient pas ou alors il vient en retard ou par échelonnement. Donc, ça ne l'arrange pas en fait. Donc, on fera comprendre aux employeurs qu'il est de leur devoir de vraiment faire plus attention sur le paiement des salaires, ne pas accumuler les salaires des filles, pouvoir les payer comme il se doit. En fait, ce qu'on leur recommande surtout, c'est de donner main à main à la personne, ne pas accumuler un salaire et faire partie sans que la personne elle-même n'ait perçu son salaire. Alors, ça, nous le faisons. La notion de salaire revient régulièrement, donc ça veut dire que l'on parle de la qualité et du contenu du contrat de travail. Oui. Qui ici n'est pas physique, il est tacite, il est de fait, dès l'instant où il y a des accords entre l'employé et l'employeur. C'est bien ça? Oui. Alors, la Convention 189 de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, relative au travail domestique, est en vigueur à travers le monde. Beaucoup de pays l'ont ratifiée, mais la Côte d'Ivoire ne l'a pas ratifiée. La Côte d'Ivoire ne l'a pas encore ratifiée. Oui. Et le Conseil national des droits de l'homme continue ses actions de plaidoyer auprès des autorités pour que cette convention-là soit ratifiée. Ça permettra non seulement de professionnaliser la filière, mais ça donnera beaucoup plus de droits à ces femmes qui travaillent dans les ménages. Elles pourront être beaucoup plus valorisées. Le regard même va devoir changer sur ces femmes qui travaillent dans les différents ménages. Et pourtant, il y a quand même dans le code du travail, il y a quand même une législation qui concerne... Oui, il y a une législation, mais il y a la méconnaissance des populations elles-mêmes, les travailleuses domestiques elles-mêmes qui ne connaissent pas leurs droits. Il y a les employeurs aussi qui soit ne connaissent pas les droits ou bien font de la mauvaise foi aussi parce qu'on a eu à rencontrer ce genre de cas-là. Donc, le code du travail a déjà réglementé, mais c'est dans l'application qu'il y a des difficultés parfois.
D'accord. Madame Bessi, la voix du ministère, est-ce que vous avez un moyen de vérifier, contrôler ou rappeler à l'ordre les familles? Parce qu'a priori, dans chacune des familles, il y a au moins une employée de maison. Comme elle a dit, ma collègue de la CNDHCI, c'est qu'il faut de la sensibilisation. Et je pense que c'est ce à quoi le ministère s'attelle de parler dans les familles, parce qu'on a une direction de la famille qui prend en compte toutes ces thématiques-là dans les relations entre les partenaires, mais également entre tous les membres de la famille. Donc, c'est la communication autour des droits et du respect de la personne humaine, voilà, au sein des familles. Qu'on soit employé, employeur, parent ou enfant, chacun a un droit. Il faut pouvoir respecter ces droits-là, quel que soit le statut qu'on a au sein de la famille. Et donc, c'est en cela que le ministère s'attelle dans la sensibilisation. Mais le ministère a décidé d'aller un peu plus loin, à travers les institutions de formation de la femme, de mettre l'accent sur ces formations-là à destination de ces filles de ménage-là, de ces nounous, pour aider vraiment à une meilleure autonomisation de ces femmes. D'accord. C'est l'occasion de vous donner la parole parce que votre ONG s'arc-boute également sur la formation et l'autonomisation des filles de ménage. C'est pour répondre à ces problématiques également? Tout à fait. Tout à fait. Ça va dans le même sens que la dame, en fait. Pour ces filles, la formation, c'est la base en fait, de l'ONG Ivoire Ménage. Nous formons plus les filles. Et il faut vous dire que pour la formation, nous ne plaçons pas de filles. Hein. Nous n'avons pas de filles sous la main. Nous travaillons plus avec les agents de placement. Et également, nous rendons très souvent dans les cités avec le syndic. Nous entendons sur un planning en invitant les filles des ménages par le canal des foyers pour que ces filles-là viennent à notre niveau pour la formation. Vous leur apprenez quoi? Par exemple, à changer de métier. Pour changer de métier? Vous leur apprenez quoi? À changer de métier, à vouloir changer de métier? Non, dans le métier dans lequel elles sont, dans l'exercice de leur activité, nous apprenons à tenir le foyer, tenir la maison. Soit par exemple... C'est tendancieux, tenir le foyer? Pardon? C'est tendancieux quand on dit tenir le foyer. Non, non. D'autant plus qu'on a été échaudé sur les réseaux par pas mal de vidéos. Tenir la maison plutôt. Tenir la maison, ça va tenir une maison. D'accord. Par exemple, monsieur et madame sont en fonction. La fille est à la maison avec les enfants. Ils ne sont ni réécrits. Il y a la base, c'est que l'enfant peut, je dis n'importe quoi, l'enfant peut piquer une crise. Les premiers soins, tout d'abord, avant que les parents n'interviennent, avant que soit le voisinage n'arrive. Donc il y a ce côté-là déjà que nous prenons dans la formation pour que ces filles-là comprennent réellement les réalités de la vie. Monsieur Justin, vous voulez intervenir juste avant. Je vais juste lire deux préoccupations de notre public qui nous fait l'amitié donc de suivre ce débat. Monsieur Siandou Koulibaly, il est ici en Côte d'Ivoire, il nous dit « Je voudrais savoir si les femmes ou aides de ménage ont les mêmes droits que les fonctionnaires salariés et les congés payés et la maternité, etc. etc. » Mesdames? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, le Code du travail a déjà régi cette matière-là. Elles ont les mêmes droits dans la mesure où elles sont considérées comme salariées. Voilà. D'accord. Elles bénéficient des mêmes droits. Monsieur Nguessan nous dit comment réagir en face d'une fille de maison qui laisse les enfants seuls et qui quitte le domicile sans rien dire. Et je pense qu'il faut porter plainte. Si vous pensez avoir été lésé d'une manière ou d'une autre, c'est de porter plainte au commissariat. D'accord. Voilà, et on va mener des recherches, la retrouver et vous serez peut-être satisfait ou si vous avez des griefs, vous pourrez les exposer. Voilà. Très bien. Monsieur Koulibaly, vous voulez intervenir? Oui, rapidement. Je veux revenir sur deux défis. Allez-y. Il est clair, hein, quand vous faites le tour, on se rend bien compte que les filles de ménage sont des personnes vulnérables. Oui. On l'a dit. Mais force est de constater que ces personnes n'ont pas de qualification pour la plupart du temps. Et ça pose problème. Lorsque vous n'avez pas de qualification, vous rentrez dans une sorte d'arrangement. Ce sont des arrangements. Parce que quand vous prenez les employeurs font, si vous voulez, de l'aumône. C'est dans leur perception. C'est comme si c'était une aide qu'ils apportaient à des personnes vulnérables qui se cherchent. Passez-moi l'expression. Oui. Et donc, ces personnes ne sont pas payées au SMIC
Un, parce qu'elles n'ont pas de qualification. Et le deuxième défi que je voudrais mettre en perspective, c'est que ces filles travaillent longtemps. Ce n'est pas seulement dans le court terme. Tout dépend de la vision, tout dépend des situations. Mais on a des filles de maison qui sont dans un métier à part entière, qui travaillent avec des sommes qui n'atteignent même pas le SMIC. Et au soir de leur vie, le problème de retraite se pose, puisqu'il n'y a pas eu de cotisation. Oui. Donc, pour moi, c'est une problématique d'actualité et c'est une problématique sérieuse qui a besoin, justement, que l'État se penche sur la réglementation On va en parler de dans ce secteur. La dernière partie, Voilà, donc vraiment, c'est les deux défis sur lesquels je voulais revenir. Elles n'ont pas de qualification pour la plupart du temps et malheureusement, elles ne cotisent pas, quoique aujourd'hui la CNPS ouvre une certaine opportunité pour elles. Voilà. D'accord. En ce qui concerne les problèmes identifiés, nous cherchions à rassembler les différentes causes qui peuvent mener à ces extrêmes-là. Et j'aimerais que l'on ouvre une parenthèse sur le mysticisme. Alors, c'est une vidéo sur les réseaux. Je repère aujourd'hui les réseaux, on ne peut pas faire sans. C'est une vidéo qui a fait donc énormément de vues ici. On a même parlé à l'entame de l'émission sur ce que la nounou aurait fait dans la cuisine et tout. Et je voulais également vous faire partager l'expérience de quelqu'un qui est un habitué des plateaux, mais qui a souhaité rester dans l'anonymat, et puis qui nous a envoyé un message en disant « Il faut partager mon expérience parce que je ne suis pas très réseau », c'est pour commencer. Deuxièmement, je suis tombée comme beaucoup de personnes sur cette vidéo-là, j'ai été choquée. Et je n'avais qu'une seule idée en tête, c'est de faire partir la nounou au marché et d'aller regarder dans sa chambre s'il y avait quelque chose, parce que j'ai été traumatisée par la vidéo qu'on a tous vue sur les réseaux de cette jeune nounou dans la cuisine de ses patrons. Et il a envoyé des photos, et on va vous montrer ces photos-là, si la régie est prête. Il a trouvé sous le lit de la nounou, il a trouvé, donc là, apparemment, ce sont des feuilles qui ont un sens bien particulier pour une décoction bien particulière. Il a également trouvé un canari, et dans ce canari, il y avait des grenouilles séchées, il y avait de la cola également, et il a trouvé ça sous le lit avec d'autres choses qu'il a du mal à identifier. Il a fait venir plusieurs personnes chez lui et ils ont vraiment serré, un interrogatoire bien serré, la nounou qui est revenue du marché en disant « c'est quoi ça ?» Et elle a expliqué que sa sœur doit venir et sa sœur doit envoûter le monsieur qui vit seul, qui a donc son aide, aide au ménage. Et comme il est seul, sa sœur avait pour mission de l'envoûter et que le monsieur épouse la sœur. Donc la sœur devait venir dans quelques jours pour finaliser avec justement son urine les décoctions. Et puis elle avait pour mission de faire absorber cela au monsieur. Et après ça, ce qui était censé être logique, c'est que le monsieur suive la sœur et puis la sœur se soit trouvée un mari. Alors, j'ai pris le temps de vous donner tous ces détails-là parce que j'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'on est dans une fiction ou bien, du haut de vos différentes expériences et interventions sur ce plateau, c'est vraiment ce à quoi on est exposé aujourd'hui avec le personnel de maison. Je vais faire un tour de table. Bon, pour ma part, hein, ce phénomène, plus ou moins, certaines personnes en parlent, mais à mon niveau et au niveau de l'ONG, nous n'avons pas encore vécu ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ce genre d'extrême. Et vous, monsieur? Oui, je pense que quand on s'engage dans cette voie du travail domestique, en allant choisir une fille de ménage qu'on ne connaît pas, c'est la voie de l'incertitude. Je pense que c'est en connaissance de cause qu'on s'y engage. A-t-on vraiment le choix par rapport à connaître la fille de ménage? On n'a même pas le choix. Je vous ai dit qu'il y a un problème de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. On n'a pas le choix. Oui. Et nous sommes obligés d'avoir recours à nos partenaires. Pour moi, ce sont nos partenaires. Et dans le pire comme dans le meilleur, c'est nos partenaires. Et lorsque vous regardez la fille de maison qui vient, elle vient avec ses émotions, elle vient avec son éducation, elle vient avec ses croyances, elle vient avec ses préjugés. Et je veux dire, c'est tout cela qu'il faut gérer en créant justement cette crise, en créant cette relation de confiance. Mais il n'est pas rare
de voir justement des pratiques magico-religieuses, simplement parce qu'on veut assouvir certains desseins. Si elle se retrouve dans une famille où le monsieur est célibataire, quoi de plus normal, c'est une femme. Elle aussi, elle peut tenter sa chance. Attendez, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, si elle travaille pour que sa cousine ou sa sœur vienne, pour qu'un travail se fasse dans le spirituel, pour que le monsieur soit aguiché et les deux puissent être ensemble, on peut fustiger la pratique. On peut fustiger la pratique, mais on constate simplement que ce sont des faits réels. Et donc, il appartient justement aux cellules familiales, aux parents qui emploient, d'investiguer. Il faut savoir qui vient à la maison. Il faut faire attention et aller même peut-être voir la carte d'identité pour voir son identité, être en contact avec certains parents pour prévenir un peu. Ça va poser le problème tout à l'heure des agences de recrutement. Oui, on va en parler tout à l'heure. Et vous, Madame Bessie? Oui, moi je l'ai dit, il faut savoir qui rentre chez toi, à qui on ouvre la porte de sa maison, à qui on ouvre son intimité, comme il a dit. Il faut avoir vraiment cette curiosité de savoir qui vient vers nous pour travailler. Mais aussi, il faut dire qu'il y a l'influence. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Il y a pas mal d'influence. Et il y a le désir pour cette femme-là de se dire, il faut que je me marie absolument. Il faut que j'ai un homme dans ma vie. Parce que la société voudrait que toute femme soit mariée nécessairement. Voilà. Il faudrait que j'ai un enfant. On a eu des cas où il y a eu des enlèvements d'enfants parce que la fille a prétendu être enceinte et elle voulait présenter le bébé à son concubin ou à son fiancé. Donc, elle a enlevé le bébé de sa patronne. Donc, vous voyez un peu, c'est sur la base de mensonges. Mais tout ça, ça relève de l'influence, mais aussi de l'éducation familiale qu'on reçoit chez nous. On part d'un lieu pour aller vers un autre lieu. Qu'est-ce qu'on a reçu avant d'aller chez un employeur? Qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation? Je pense que l'éducation joue pour beaucoup dans le travail quand on exerce dans les différentes familles. L'éducation joue pour beaucoup. Souvent, on l'a dit, ce sont des personnes qui sont déscolarisées, qui ne sont jamais allées à l'école. Elles sont déscolarisées. Quelle a été la raison pour laquelle ces filles-là, soit ne sont pas allées à l'école, soit elles sont déscolarisées? Souvent, il faut se poser des questions. D'accord. Voilà. Très bien. Madame Baum, juste avant de proposer un élément, un autre élément, que dit la loi en ce qui concerne, par exemple, le charlatanisme, la sorcellerie, le mysticisme? Alors, il faut dire que le code pénal en Côte d'Ivoire réprime ce genre de pratiques-là, notamment en son article 237. Et il est permis à tout employeur qui découvre ce genre de pratiques dans sa maison de se rapprocher d'un commissariat pour porter une plainte. Et à charge maintenant pour le procureur de mener ses enquêtes pour trouver les preuves de ce qui est dit. Ils ont leur méthode à eux pour faire avouer les personnes qu'ils ont dans le collimateur des poursuites. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un vide juridique concernant les pratiques occultes ou bien mystiques en Côte d'Ivoire. Non, le Code a déjà régi cette question-là. D'accord. Et donc, il faut que les filles domestiques aussi sachent qu'en faisant ce genre de pratiques, elles s'exposent à des sanctions pénales si elles sont prises effectivement sur ces genres de faits-là. C'est entendu. Nous avons un autre élément à vous proposer. Alors, c'est un micro-trottoir. Nous parlons des agences de placement. C'est un chapitre également important. Nous parlons également de la déclaration du personnel, la santé. C'est important. C'est signé Siaka Kone. Esther habite la commune de Cocody. Cette jeune dame de 30 ans est en quête d'emploi. Depuis quelque temps, elle fait le tour des agences de placement. Objectif, espérer obtenir un job de fille de ménage. Cet après-midi, elle se rend à cette agence située à Angré, dans la commune de Cocody. Elle est enregistrée, puis soumise à un entretien. Comme Esther, ces jeunes filles installées sur la terrasse ont répondu aux formalités d'inscription exigées par l'assistante du chef d'agence. On enregistre les demandes des patrons. C'est-à-dire, un employé peut nous appeler pour demander on a besoin de 3 serveuses ou bien une fille de maison. Donc j'enregistre et je fais la demande sur le net.
Quand je balance qu'il y a des filles, quand elles viennent, je donne les informations du bureau et ensuite je les enregistre. On fait un CV, tout et tout, on prend tous les coordonnées qu'il faut et le patron s'en charge. Si tu as placé une fille aujourd'hui, que la fille se sent à l'aise, elle est bien traitée, automatiquement elle va te recommander à sa camarade ou sa sœur. Et elle aussi, si elle est bien traitée, elle va aussi te recommander à sa camarade au fur et à mesure. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir du personnel. Le bouche à oreille est le moyen d'information de ces jeunes filles et des employeurs. Les annonces murales sont aussi un autre canal pour s'informer. Riviera Palmeraie, nous sommes toujours dans la commune de Cocody. Une autre agence fait parler d'elle. Fousseni la patience. Un nom qui en dit long sur l'adage, la patience est un chemin d'or. La patience est la qualité prônée dans la formation de ces recrues en attente d'un éventuel demandeur. Quand les jeunes filles viennent, on essaie de prendre les noms, le numéro de leurs parents, d'où ils sont quittés, d'où ils sont venus, s'ils ont perdu d'identité, ce qu'ils savent faire. En fonction de ça, on note. Quand on finit de noter maintenant, la cliente qui vient vers nous ou les clients qui viennent vers nous, on essaie d'expliquer, voilà la fille qui est là et ce qu'elle demande, voilà ce qu'elle sait faire comme travail. Recruter, former, placer et assurer le suivi. C'est la mission de ces agences de placement de personnel de maison ou de ménage. Cependant, après le placement de ces filles dans les ménages, des difficultés peuvent survenir, donnant ainsi du fil à retordre au cabinet de placement. Beaucoup de filles veulent travailler, mais n'ont pas d'expérience. Mais qu'ils veulent beaucoup gros salaire. Côté des patrons, il y a des femmes aussi qui ne respectent pas les engagements. Ils viennent à l'agence et disent, bon, je veux une fille qui vient juste faire le ménage, soit la cuisine, et nous. Arrivé là-bas, c'est une autre catastrophe qui se passe là-bas. Il va dire à la fille, tu laves la voiture, tu fais ça, tu fais ça. Tout ce qu'il n'a pas dit ici, elle va aller dire à la fille là-bas de faire ça. Souvent, quand on place, il y a d'autres qui s'en vont voler. Et quand la personne s'en va, l'employeur ne regarde plus les parents. Et l'employeur fixe le regard sur le cabinet. Si tu n'as pas eu le temps d'aller connaître ses parents, tu ne sais pas d'où elle vient, tu es obligé d'aller répondre les plaintes au commissariat. Et lorsque vous arrivez au commissariat, automatiquement, on nous dit que c'est une complicité de vol. Ça, c'est le cas de vol. Il y a même les décès sur le terrain. Les agences de placement foisonnent aujourd'hui à Abidjan et dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. La raison, le mode actuel de vie imposant le recours au personnel de ménage. Légalement constitués ou dans l'informel, ces agences sont très sollicitées par les ménages. Il s'agit d'un secteur pourvoyeur d'emploi pour ces jeunes en difficulté, une solution pour les familles et un business juteux pour les agences de placement. Alors, mesdames, messieurs, business juteux, on en parle des agences avec agrément, sans agrément. Quels sont, selon vous, le type d'agence le plus répandu? Les agences avec agrément, surtout. Avec agrément. Plus répandu que sans agrément. Tout à fait. Bien reconnu, c'est avec eux que nous travaillons le plus souvent. Et nous font parvenir les filles pour la formation. Vous voulez nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'agences agréées plutôt que d'agences non agréées? Il y a certaines agences, au moins, tu rentres dans ce schéma. Oui. Voilà, qui ont toute la documentation réglementée et qui ont à leur disposition les filles pour la formation. D'accord. Parce que les échos que nous avons, la majorité des foyers des ménages nous disent que bon, c'est une agence de quartier, le monsieur ou bien la dame à sa table là et tout, et puis bon, elle nous dit qu'on connaît chez les parents, mais dès qu'il y a problème, ils ne connaissent plus là-bas. Tout à fait, on les voit, on voit plus ou moins ces agences-là en bordure de rue, tout ceci, chacun pose sa petite table, il s'installe, il fait de son espace une agence. Et que demain, s'il y a une situation, comme l'élément vient de le démontrer, il y a une situation, comment on peut bien appeler ça, il n'est plus responsable de la jeune fille. Abonné absent, oui. Voilà, il n'est plus responsable de la jeune fille, et il fuit ses responsabilités, et puis la jeune fille reprend tous ces engagements-là, et on lui colle automatiquement voilà, ce délit. Et par moment, elle se retrouve, même pour aller plus loin, elle se retrouve en prison, de manière abusive, de fausses accusations auprès de ces filles-là. Donc nous, à notre niveau, avec l'ONG Voix Ménage, nous nous penchons avec les agences agréées, bien reconnues, qui ont toute la documentation qu'il faut, et qu'au besoin, quand on demande une formation en partenariat avec ces personnes, avec ces agences, ils nous font parvenir ces filles-là. Et nous avons un cadre où nous avons un bureau, un local au niveau de Bassam,
D'accord. Mais les filles qui viennent d'agences agréées, reconnues, elles sont placées plus chères? Enfin, elles ont une rémunération plus élevée? Au niveau du placement, nous n'intervenons pas. C'est avec l'agence uniquement que tout ce système se passe. À notre niveau, c'est juste la formation. Vous êtes dans la formation. Mais former quelqu'un, c'est lui expliquer quelles sont ses perspectives par rapport au fait qu'avec une formation, elle peut prétendre à un meilleur salaire, par exemple, ou bien une meilleure intégration. Tout à fait. C'est pour ça que je vous demande si la promesse faite dans votre ONG, c'est qu'elle soit valorisée et puis mieux payée. Mieux payée plus tard, parce qu'en ce moment, nous travaillons de convivence, de partenariat avec le CNDH. Oui. Voilà, dans ce cadre-là, en ajoutant dans la formation, dans le dire qu'à la longue, sur la décision est prise, elles auront le meilleur à travers ce qu'elles gagnent aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre-là que nous apportons la formation, mais nous ne portons pas un accent particulier sur le salaire. Nous avons les thèmes que nous développons auprès de ces filles, voilà, au cours de la formation. D'accord. Vous vouliez intervenir, monsieur? Oui, moi peut-être avant de revenir sur les agences de placement, je m'en voudrais de ne pas en parler. Vous avez parlé tout de suite de femmes de ménage qui pratiquent peut-être la sorcellerie ou la pratique magico-religieuse, mais je voudrais aussi dire que lorsqu'elles sont dans les ménages, on observe une certaine masculinité toxique. Parce que vous constaterez que ces femmes-là de ménage, ces filles de ménage, sont victimes de violences basées sur le genre. Le harcèlement sexuel est courant dans nos maisons. Vous avez un phénomène qu'on appelle le chat noir. Vous avez des chefs de ménage qui font chat noir sur ces filles de ménage. Et ces filles de ménage sont mises sous stress, elles sont dans l'anxiété permanente et ça peut déboucher sur des problèmes de santé mentale, voire des dépressions. Alors, ceci dit, pour revenir sur l'élément, sans embâche, je dirais que ces agences de placement sont dans du business. Parce que quand vous ouvrez ces agences de placement, quelle qualification vous-même vous avez? Pour le recrutement? Oui, justement. Il faut quand même avoir un minimum de formation. Est-ce que ces agences de placement ont un siège où on peut les identifier physiquement? Ce n'est pas toujours le cas. Et on se rend bien compte que ce sont ces agences-là qui ont gonflé, passez-moi l'expression, la tête des filles de ménage à travers justement la rémunération. Parce qu'on nous dit qu'il faut payer le SMIC. Oui, mais quand ces filles même sont payées au SMIC, ils ont des conditionnalités. Lorsqu'ils placent, ils ont quelque chose sur le produit placé. Parce que ne nous leurrons pas, c'est un produit qui est placé. Et à la fin du mois, la fille n'a même pas encore touché son argent, qu'ils sont les premiers à aller récupérer cet argent. Pour moi, c'est du business. Ces agences de placement sont pour moi dans des dispositifs qui viennent fragiliser, vulnérabiliser davantage nos filles de ménage. Ce n'est pas un appui, ce n'est pas un accompagnement, mais c'est plutôt l'exacerbation de la pauvreté, de la vulnérabilité de ces jeunes filles. C'est du business tout simplement qu'ils font. En parlant de business, pour enchérir, j'aimerais vous poser la question suivante, Madame Bon. Dans le code pénal, en ce qui concerne la relation qui régit l'employeur et le personnel domestique, j'ai bien lu qu'il n'était pas permis à l'agence de prélever de l'argent sur la rémunération de la jeune fille qui est placée. Oui. Que cette rémunération vient essentiellement de l'employeur. C'est ça. Effectivement, c'est ce que tout à l'heure, j'étais en train de dire que les agences même de placement ne connaissent pas leur rôle. Elles ont beaucoup plus le rôle de courtier. Le rôle, c'est de mettre en relation un employeur et une employée. Et puis, leur rôle s'arrête là. On n'a plus besoin de venir les rémunérer. Dès l'instant où ils ont déjà perçu leur commission, ce n'est plus à la fille qu'ils ont placée de leur payer encore des rémunérations. Non, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt l'employeur qui doit se charger de cela. Donc, il y a matière encore à travailler là-dessus, à sensibiliser pour que ces personnes-là
puissent savoir exactement leur rôle, quels sont leurs devoirs et leurs obligations. Encore qu'il faut connaître ces agences de placement. On l'a dit tout à l'heure, il suffit d'avoir un petit espace, mettre une pancarte et puis on a une agence de placement. Comment répertorier ces personnes-là? Comment les former? C'est là que se pose aujourd'hui le problème. D'accord. Très bien. Madame Bessie? Je pense que ces agences, pour la plupart, il faut le dire, travaillent dans l'informel. Oui. Ils sont pas, pour la plupart, elles ne sont pas reconnues, elles ne savent pas tout ce qui tourne autour de ces prestations qu'elles offrent aux filles. Et il y a également le fait que souvent, en complicité même avec les filles de ménage, ils stockent de l'argent aux employeurs. Oui. Je vous prends l'exemple. Pour un placement, l'agent de placement peut prélever peut-être 10 000 ou 5 000 en termes de caution. Et si dans un délai d'1 mois, la fille revient, la caution n'est pas reversée à l'employeur. Et donc, c'est un cycle. La fille peut revenir avant terme, et donc vous perdez les 10 000 francs, on va la placer ailleurs également. Dans un délai assez court, elle revient et vous perdez cet argent-là. La caution n'est pas rétrocédée à l'employeur. Et donc aussi, il faut dire que ce milieu-là a besoin aussi d'être vraiment assaini. Franchement, oui. il a besoin d'être assaini. Oui, Mariam, ce qu'elle dit est juste. Parce que figurez-vous que quand vous placez, l'agence vous garantit que si ça ne va pas, on va remplacer la fille de maison. Oui. Mais quand vous allez vers eux, ils ne décrochent plus ou ils disparaissent. Ce qui montre qu'ils ne sont pas sérieux. Un autre élément, c'est que généralement, ils placent ces jeunes filles pendant 2-3 mois. Quand ils ont une meilleure opportunité, ils demandent à la fille de quitter. Et quand c'est comme ça, on tue la tante, on tue la mère, la fille quitte et ils vont encore récupérer de l'argent avec d'autres personnes. Pour moi, c'est simplement de la mafia qui est mise en place pour pouvoir estorquer aux cellules, aux familles qui sont déjà en difficulté. Vous savez que le coût de la vie est élevé. Vous savez que aujourd'hui, c'est la crise, généralement, sous-emploi, crise de l'emploi, ce n'est pas toujours aisé. Et lorsque ces agences de placement viennent encore pour créer des stratagèmes, pour estorquer de l'argent, je pense que ça fait un peu trop. Il faut réguler ce secteur. D'accord. Très bien. À ce stade de nos propos, nous allons chercher à comprendre comment assainir justement le milieu. Nous avons campé, posé les différents problèmes, identifié les causes et maintenant voir comment assainir ce milieu. Premier élément du reportage et puis on le débriefe juste après. Domestique ou travailleurs domestiques, ce sont des personnes qui aident les familles dans les ménages. Il s'agit des cuisiniers, des gardiens, des chauffeurs, ainsi de suite. Mais ces personnes-là, le fait de les déclarer à CNPS comme tout travailleur salarié, leur permet d'avoir des avantages liés à la protection sociale. Il s'agit notamment des prestations familiales. Lorsque la personne est mariée légalement, il peut bénéficier des allocations familiales. En cas d'accident du travail et maladie professionnelle, la personne aura une couverture qui sera prise en charge totalement et gratuitement par la CNPS. Il s'agit également de permettre à ces personnes-là de bénéficier d'une pension à vie, une pension de retraite à vie. Donc ce sont ces avantages que nous voulons mettre en avant au niveau des travailleurs domestiques pour leur garantir cette sécurité sociale-là. Alors, quelles sont vos réactions? CNPS, la prise en charge, tout à l'heure on en a parlé. On a parlé qu'elle soit déclarée, qu'elle puisse bénéficier de cette assistance-là. Mais ça nous ramène au problème fondamental qui est donc le contrat de travail. C'est difficile de déclarer quelqu'un qui n'existe nulle part. Donc, Madame Branche, je commence par vous. On va faire le tour inverse. Au niveau du Conseil national, nous avons des actions de plaidoyer, notamment au niveau de la Convention 189 de l'OIT, qui va donner un cadre, qui va renforcer le cadre que nous avons présentement, de sorte qu'on puisse avoir des contrats désormais écrits et qu'on sache clairement les conditions pour que ces femmes-là puissent avoir leurs droits protégés.
Vous militez pour quel genre de contrat? Parce que jusqu'à présent, j'ai compris un peu les deux sensibilités. Oui. Celle qui est que la personne a le droit, a beaucoup de droits, comme dans les conventions des droits de l'homme, mais également celle où il y a une espèce de prise en charge de l'employeur, logé, nourri, blanchi, et il y aurait peut-être une compensation qui pourrait se faire. Donc, quel est l'équilibre de ces deux visions que vous pourriez développer ce soir? Alors, nous, on préconise qu'il y ait un contrat écrit qui donne les conditions et qui est conforme à la Convention. Nous, notre souci, c'est que la Convention non seulement soit ratifiée, mais qu'elle vienne renforcer le cadre juridique actuel, de sorte que les filles domestiques soient plus protégées. C'est sur ce plan-là que nous voulons intervenir au niveau du Conseil national des droits de l'homme. D'accord. Très bien. Madame Bessie? Ben, moi, je ne dirais pas le contraire. On est dans un État de droit qui a ses règles et qui a son mode de fonctionnement. Et donc, le contrat est le début du processus qui a été expliqué dans la vidéo. Tant qu'il n'y a pas de contrat de travail, tout ce processus-là ne peut pas être mis en branle. Donc, il faut aller au contrat de travail. Et donc, ce qui va pouvoir permettre à la fille d'être inscrite à la CNPS et puis bénéficier de tous ces droits-là liés au travail qu'elle exerce. Mais tant que ce n'est pas fait, rien ne peut se faire. Parce que c'est sur la base d'un contrat. On déclare l'employé à la CNPS si ce n'est pas fait. Mais le contrat, ça sera vraiment dans l'informel. Le contrat n'est valable que lorsqu'il intègre au moins le SMIG, donc le salaire minimum interprofessionnel garanti. Tout à fait. Alors, je vous prends un exemple concret. Le chef de famille est au SMIG. Sa servante est au SMIG aussi? Il va devoir se passer de la servante. D'accord. S'il doit faire un contrat, il ne peut pas le faire, il se passe de la servante. D'accord. Voilà. Donc, vaut mieux ne pas avoir de contrat, donc de ne pas avoir de prestataire à la maison, plutôt que de rester dans cet état de fait. C'est vrai qu'on veut offrir un salaire aux filles, et c'est une réalité. Comme on l'a dit, par rapport aux conditions de vie de ces filles-là, on veut leur offrir un salaire, on veut leur offrir un travail, mais en même temps, l'État recommande que nous puissions nous aligner sur les principes qui ont été édictés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Mariam, moi je pense que ici, on ne parle même plus de contrat. Il y a rapport salarié, oui ou non? C'est un contrat de fait. Pour moi, c'est un contrat de fait, et même ces femmes sont en CDI. Ces filles de maison sont en contrat à durée indéterminée parce qu'elles sont chez des personnes, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc, pour moi, on plaide. C'est un plaidoyer que nous faisons pour que ces filles-là sortent de l'informel. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne ces filles vers la formalisation de leur emploi parce qu'elles sont dans une sorte d'instabilité de l'emploi. Leur emploi est précaire et précarisé. Voyez-vous? Et donc, pour moi, aujourd'hui, une bouffée d'oxygène vient du côté de la CNPS qui permet aujourd'hui aux travailleurs libéraux de cotiser au même titre que les fonctionnaires et les agents du privé. Mais ça, c'est à saluer. C'est une réforme importante qui tient compte de la réalité du terrain. Et je pense qu'on est dans une sorte de stratégie de résilience. Ça, c'est de la résilience. Tenir compte des groupes vulnérables, des personnes vulnérables qui vivent des difficultés dans l'emploi et voir comment est-ce qu'on peut les protéger. Ça rentre dans la protection sociale. Protection sociale. Alors, qui peut déclarer? Est-ce que la servante peut elle-même aller à la CNPS ou bien il faut absolument le contrat de travail pour pouvoir prétendre à cette assistance en ce qui concerne la CNPS? Moi, je pourrais dire qu'il faut un contrat de travail. Parce que, comme il a dit, on a un CDI. Le CDI est prouvé par un document. Voilà. Le CDI est approuvé par un document. Et le contrat de fait donc... Le contrat de fait, il faut un document qui atteste que vous êtes quand même sous contrat. Ça, dans aucune société, on dira qu'on a un contrat de fait. Après, ce sont des tractations juridiques et tout ça qui vont prouver qu'effectivement, j'ai travaillé des années avec ce monsieur. Il y a tout un tas de choses autour. Donc, il faut aller vraiment avoir une preuve que nous sommes sous contrat pour pouvoir bénéficier des allocations. Très bien. Alors, nous allons poursuivre, mais juste avant, Maître Aroy nous propose un élément de micro-trottoir. Il a demandé aux populations quelles sont les options, les solutions pour assainir le secteur.
Lorsqu'elles viennent, il faut leur fixer un peu leur rôle. Leur limite, c'est qu'elles doivent faire le matin, jusqu'à quelle heure elles doivent pouvoir se reposer. Mais je pense qu'avec les nouvelles lois qui se passent, il faut faire des efforts pour les déclarer à la CNPS. Parce que beaucoup de filles de maison, du jour au lendemain, elles s'en vont et puis elles se retrouvent plus rien. Elles n'ont plus d'économie, rien. Tout dépend de nous aussi, qu'on se dise la vérité. Parce que bon, les hommes aussi, bon, ils sont ce qu'ils sont. Mais il faut quand même se mettre au-dessus de beaucoup de choses, quoi. Si une fille veut vous tenter, le mieux c'est de la mettre de côté en même temps. Il y a des structures qu'on met en place qui vont permettre de recruter ces personnes, de les former à ce métier, d'avoir un suivi, c'est-à-dire que de connaître réellement cette personne. Quand je dis connaître cette personne, ce n'est pas le fait d'avoir un visuel, mais de savoir qu'en cas de problème, je peux me référer à cette structure qui va établir des documents en cas où je perds un objet. Dans toute chose, la solution, c'est l'argent. Si on augmente peut-être les salaires, là, ils vont peut-être rester tranquilles. Et peut-être qu'il y a des vols aussi, d'autres volent, d'autres essaient de prendre ton mari. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. D'autres même quittent au village pour venir. Quand c'est des situations des villageoises, même là-bas, c'est pire. On les paie à un prix bas. Si même on peut peut-être les faire partir faire du coup du soir, chaque soir, quand ils finissent de travailler, après on les ramène à la maison. Ça les éduque aussi et puis ça les envoie dans certains trucs, elles vont bien comprendre la vie. Beaucoup de pistes de solutions. Je vous demande de donner vos réactions. Monsieur Koudou? Concernant l'élément. Oui, concernant l'élément. Ouais, les pistes de solutions envisagées. Pardon. Il faut dire que quelque part que la fille de ménage, comme solution, c'est bien ça. Oui, c'est cela. Comme solution, je l'avais dit tantôt ce matin, que tout d'abord, l'État doit, avec le CNDH, l'État doit vraiment organiser ce milieu. Bien organiser ce milieu, sensibiliser ces filles, faire un recrutement général de ces filles au sein des organisations et amener ces filles-là à mieux comprendre le milieu de ménage, en un mot. Donc voilà un peu, quelque part, ce que je t'ai dit peut-être au retour de... D'accord, très bien. Koulibaly, CNPS c'est un levier important, c'est un levier fondamental pour certaines garanties, une prise en charge et puis pour la santé. D'accord. Alors quel est votre sentiment après cet élément de reportage? Alors pour moi, il y a un gros défi, c'est l'absence de base de données. Aujourd'hui, est-ce que ces filles de ménage qui exercent dans le travail domestique, est-ce qu'elles sont recensées, identifiées, pour qu'on ait une base de données pour pouvoir non seulement capter leurs besoins et puis travailler à les adresser. Pour moi, la base de données manque. Deuxième chose, c'est leur qualification. C'est vrai qu'elles sont dans le dénouement et elles cherchent un emploi salarié et malheureusement, il y a des abus. Je préfère parler d'abus de confiance. Il y a des abus de confiance. Pour moi, l'une des solutions serait qu'on forme ces filles, puisque c'est un groupe vulnérable. Il faut les former et puis il faut les sensibiliser à leurs droits fondamentaux. Donc, ça commence par la formation. Il faut de la qualification. Je sais qu'il y a eu la réforme au niveau des IFEF portée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il faut qu'on en fasse, une large vulgarisation pour que justement ces filles sachent que les IFEF leur apportent une réponse en termes de qualification. Et mieux, je pense aussi que l'ennemi, c'est le manque de solidarité. Il faut que ces filles de ménage-là se mettent ensemble, l'union faisant la force, elles pourront faire un plaidoyer et peser de tout leur poids. Donc, à ce niveau, je pense que c'est aussi une solution de créer une sorte d'association ou de fédération pour pouvoir continuer à faire le plaidoyer, mobiliser peut-être des ressources pour des ateliers de formation et puis encadrer toutes ces personnes-là. Et enfin, la cellule familiale. On se rend bien compte que si ces filles de ménage s'organisent, tout le monde ne pourra pas payer au SMIC, puisqu'il y a certaines personnes même qui sont payées au SMIC, qui ne peuvent pas prendre une fille de ménage au SMIC. Mme Bessi a proposé la solution qu'ils n'en prennent pas.
qu'on ne les prenne pas, mais en plus de ne pas les prendre, je pense qu'il faut aussi responsabiliser nos enfants. Il faut que nos enfants aussi apprennent à mettre le pied à l'étrier et à nous aider dans les tâches domestiques. Et ça c'est quand ils grandissent. Mais quand vous les alignez comme ça, parce que généralement la femme aussi, par rapport au fait qu'elle a besoin de travailler, elle se donne un temps sabbatique, et puis elle aligne ses enfants. Mais justement, c'est là où il faut faire attention. Il ne faut pas aligner les enfants pour aligner les enfants. Et quand vous regardez les statistiques, je pense qu'on était à 4,5 enfants par femme. Peut-être qu'on a diminué, on peut être au moins à 4, mais c'est encore beaucoup. Beaucoup par rapport à quoi? Contexte africain? Mais justement, si on se retrouve avec des enfants et qu'on n'arrive pas à les prendre totalement en charge à cause des difficultés qu'on rencontre dans la vie... Donc on en fait moins. On en fait moins. Et je pense qu'on a le programme Suède. Il faut capturer le dividende démographique et ne pensez pas que l'Occident, qui se retrouve avec 2 enfants par famille, c'est parce qu'ils le veulent, mais c'est à cause des contraintes économiques, politiques et sociales. Donc je pense qu'inexorablement, l'Afrique est en train d'aller vers la réduction de son dividende démographique et ça va nous permettre aussi de juguler la question des nounous et des filles de ménage. D'accord. Nous allons à ce stade prendre rapidement les préoccupations de nos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre. Monsieur Franck Davis, franchement, il est difficile de trouver de bonnes filles de maison de nos jours. Il y a tellement de risques qu'on a toujours la peur au ventre quand on engage des personnes de maison. Il est donc judicieux de mettre désormais des caméras de surveillance à la maison. C'est la seule alternative, sinon la confiance ne suffit plus. Monsieur Mohamed, bonsoir. Les agences de placement non agréées, y a-t-il des mesures qui ont été prises pour lutter contre ces agences-là? Et puis, monsieur Aléchi, pour assainir le milieu des filles de maison, les entreprises, donc les agences, doivent fonctionner de manière formelle. Monsieur Dempsey, que faire dans le cas où les parents réclament qu'on leur envoie le salaire de la fille pour soi-disant le garder? Et la dernière intervention, les filles de maison ne sont-elles pas un facteur de divorce dans les foyers? Alors, je vais vous demander, le temps imparti est quasiment terminé, chacun d'entre vous choisit une question pour y répondre, et en même temps vous me donnez la réponse finale. Est-ce que les femmes, filles de ménage, sont-elles une aide ou un danger? Alors, je commence par vous, Madame Ban. Laquelle des questions avez-vous choisi, à laquelle vous pouvez répondre? Je vais prendre la question où on demande à l'employeur d'envoyer le salaire aux parents. D'accord. Alors, devant une telle situation, l'employeur doit pouvoir dire clairement aux parents, dès le départ, que le salaire est pour la petite, pour la jeune fille qui vient travailler. Parce que quand on travaille, c'est à un moment donné pour vivre mieux, pour vivre décemment. Et les forces abandonnent la personne à un moment donné. Elle va vieillir, la jeune fille. Comment est-ce qu'elle pourra se prendre en charge? Donc, il faut pouvoir faire comprendre aux parents que c'est bien qu'on fasse des enfants pour se dire non, l'enfant va s'occuper de moi après. Mais la personne aussi a une vie à réaliser. Et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle ait de l'argent pour être véritablement autonome. Donc, c'est à l'employeur de faire comprendre cela aux parents. Donc, on rappelle également aux employeurs qu'on n'emploie pas de mineurs. Parce que ça va ensemble. On pas de ça aussi, c'est important à préciser. Voilà, ça, c'est clairement. C'est pour dire non, elle est petite, on va garder. Donc ça également, c'est à rappeler, on n'emploie pas de mineurs, c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Alors finalement, aide les femmes qui aident au ménage. Oui, elles sont une aide, mais à certains égards, il faut encore de la formation, de la sensibilisation. Voilà. D'accord, très bien. Madame Bessi, laquelle des questions avez-vous choisi? Ben, est-ce que les filles de ménage sont un problème pour les couples? D'accord. Ben, moi, je voulais dire non. Non, un couple, c'est 2 personnes, l'homme et la femme. Et donc, chacun doit pouvoir mettre la main pour que le couple aille mieux. Donc, la femme a ses responsabilités. En tant que femme, même si elle travaille à l'extérieur, elle a son rôle à jouer dans le ménage. L'homme également doit pouvoir aider la femme à supporter ses charges mentales au sein du foyer. Et donc, en ce moment-là, quand on a une personne étrangère ou qu'on n'en est pas, on se soude, on est soudés et on peut avancer ensemble. Pour revenir à la question de la formation, la question des filles de ménage, il faut dire que le service à la personne, c'est une activité professionnelle. Oui. Il faut le retenir.
Donc, et on doit devoir sortir de l'informel en Côte d'Ivoire, sortir de l'informel, professionnaliser cette activité-là à travers la formation qu'on donnera à ces filles. Et donc, pour anticiper, comme on l'a dit, le ministère de la Femme a mis en place cette réforme-là des institutions de la formation des femmes. Donc, c'est la maison des femmes. Elles peuvent s'y rendre et elles vont bénéficier de ces formations-là pour être nounous. Parce que quand on a fait l'évaluation, on s'est rendu compte que de plus en plus, il y a ce besoin-là pour les femmes, être nounous. En tout cas, tout ce qui tourne au service à la personne, ces activités-là sont nécessaires. Mais comment on y va? Il faut vraiment aller avec la formation pour qu'on soit mieux revalorisé, mieux payé. Je vous remercie pour votre intervention. Monsieur Guy Fabre-Koudou, laquelle question vous avez choisi? C'est la dernière question. Le sujet de divorce, il faut dire que quelque part, les filles ne sont pas sujet de divorce dans le foyer. Si la femme de maison arrive à bien tenir son foyer, on ne va pas parler de divorce. Dans la mesure où, par moment, j'allais dire même que la dame doit avoir un programme avec sa fille de ménage à la maison pour pouvoir savoir tenir en fait son foyer. Elle applique à cette fille-là que voici un programme ensemble de comment encore nous puissions le mener ensemble. Voilà, tranquillement, pour que les choses se passent aussi bien dans le foyer. Parce que si vous délaissez votre foyer au profit de la jeune fille, mais, il est fort probable que la jeune fille aura le dessus sur vous vis-à-vis de votre époux, quelque part. Bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Voilà. D'accord. Très bien, on a pris en compte votre point de vue. Moi, je dis pour le sujet, comment on peut dire ça, il est important. Il est important de garder une fille de ménage à la maison. C'est très important, c'est incontournable en fait. C'est incontournable, d'accord. Donc c'est une aide et ce n'est pas un danger pour vous. Voilà. Et ce n'est pas un danger? Ce n'est pas un danger pour moi. D'accord. Il faut savoir prendre la fille étant à la maison. D'accord. C'est entendu. Monsieur Ghislain Koulibaly, nous allons vous demander de la question que vous choisissez, à laquelle vous voulez répondre. Oui, alors il y a un téléspectateur qui propose qu'on équipe nos maisons de caméras. J'ai envie de demander à quelle cible il pense. Vous savez, le gouvernement fait beaucoup en Côte d'Ivoire pour redistribuer la richesse. Mais vous savez, après toutes ces années, aujourd'hui, on a un taux de pauvreté autour de 35% en moyenne. Et ce taux moyen cache beaucoup de disparités, beaucoup d'inégalités. Lorsque vous regardez au niveau régional, on a des localités qui enregistrent des pics de pauvreté qui vont jusqu'à 80% et plus. C'est pour dire que nous ne sommes pas un pays développé encore, mais nous essayons de créer les conditions pour aller vers le mieux-être, le bien-être. Ceci dit, la middle class, c'est-à-dire la classe qui est entre la classe bourgeoise et la classe prolétaire, c'est vrai qu'elle évolue, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de situations de pauvreté encore. Et donc, il est difficile d'équiper les familles de caméras. Et enfin, je pense que c'est une aide. Les filles de ménage, c'est indispensable, c'est une aide, mais si elles ne sont pas formées, elles constituent un danger tout simplement. Très belle conclusion. Je vous remercie, mesdames, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Madame Bessie Josiane, vous êtes directrice formation féminine au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Alice Banflora, vous êtes chef du département des femmes, des enfants et puis des personnes vulnérables au CNDH. Monsieur Guy Fabre-Koudou, vous êtes vice-président de l'ONG Ivoire Ménage. Et puis, monsieur Ghislain Koulibaly, vous êtes sociologue, spécialiste genre. Madame, monsieur, vous avez, nous espérons, la réponse à cette problématique, filles de ménage, aide ou danger dans les familles. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Bonsoir.